Ma nationalité, être française, être éthiopienne, c'est la chose la moins intéressante à mon sujet. Voilà. On s'en fout. Voilà, j'ai tellement d'autres choses à raconter, tellement d'autres choses dont je suis fière. En fait, ma vie est tellement remplie de choses beaucoup plus intéressantes. Au trip, la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tribalisme, de racisme, de nationalisme. En fait, de vous parler de tous ces concepts un peu extrémistes qui sont vécus dans différentes cultures. Les cultures, le problème de tribalisme va plus se vivre dans des sociétés où la tribu prime comme structure sociale. Le racisme va surtout se subir dans des sociétés où la société se structure au niveau de la couleur de peau, entre guillemets. Et bon, bien sûr, le nationalisme, vous l'avez compris, c'est plus international, c'est mondial comme problématique. Mais en fait, elles ont toutes la même racine, c'est-à-dire qu'elles se basent sur une sorte de fierté identitaire, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est des fléaux, et j'avais envie de vous parler un peu de ça, de vous partager ma réflexion autour de ça, de comment ça se construit, et de qu'est-ce que ça dit de ce type de personnes-là. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Alors, comme je disais en introduction, racisme, nationalisme et tribaliste, ils ont un point commun. Ils se terminent tous par "iste". Mais non, mais plus sérieusement, je pense que c'est des problématiques qui surviennent dans des sociétés où les gens n'ont pas de vraie fierté sur lesquelles se raccrocher. Pourquoi je le dis? Parce que personne ne choisit la société dans laquelle il veut naître. Vous voyez, je parle là pour les sociétés tribalistes. Personne ne choisit l'ethnie dans laquelle il veut naître. Personne ne choisit de naître Bété, Djoula, Bamileke et Wondo. Personne ne choisit. On est bien d'accord. Personne ne choisit de naître blanc ou noir. Il n'y a aucune fierté. Hein. Personne ne choisit de naître asiatique. Non, je veux dire, c'est un hasard génétique. Hein. Et bien évidemment, personne ne choisit de naître dans une nation camerounaise, japonaise, française, anglaise. Personne ne choisit. On se comprend? Donc, premièrement, c'est pour ça que je dis en intro, c'est des gens qui ont décidé d'être fiers de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Et donc, ça m'amène au deuxième point. Généralement, c'est des gens qui n'ont rien bâti de leur vie et qui donc sont obligés, grâce à une sorte de névrose interne, personnelle, de se raccrocher à une pseudo-fierté. C'est-à-dire que moi, je prends un exemple, hein, je ne stigmatise personne. Je vais prendre l'ethnie Bété, par exemple, et je vais être extrêmement fier d'être Bété et peut-être au point de penser que ma tribu Bété est au-dessus d'une autre tribu de la Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso ou de peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne me suis pas construit une vie et une identité qui me permet d'être fier par rapport à ma propre personne. Ça vaut aussi pour le raciste. Le raciste n'a pas choisi d'être blanc. Le raciste, il est né blanc. Il aurait pu être noir et subir les ravages du racisme, mais il est né blanc. Il n'a aucune idée de ce que ça fait d'avoir une autre couleur de peau. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas aussi pris le temps d'analyser la société dans laquelle ils vivent, d'analyser les structures sociales qui font en sorte qu'ils bénéficient de choses dont d'autres ne bénéficient pas. Ils n'ont absolument aucune idée. Et surtout, c'est des gens qui ont réalisé très peu de choses. Et donc, la seule fierté qu'ils ont, c'est une fierté de supériorité dont ils ont hérité. Et donc, ils ont hérité d'une supériorité, en tout cas d'une soi-disant supériorité, bien évidemment due à l'histoire coloniale et esclavagiste de ces pays, de ces pays-là, de ces pays occidentaux. Donc, il n'y a rien, ouais, il n'y a rien, il n'y a aucune fierté. Et bien évidemment aussi pour le nationalisme, le fait que tu sois né au Japon, c'est un accident, tu n'as rien fait. Donc, tu n'as ni à être fier d'être japonais, ni à ne pas être fier.
Tu n'as pas à être fier d'être Camerounais, ni à ne pas l'être. En fait, qui sont de droite. Je vais vous raconter mon expérience en tant que femme noire qui était de droite pendant 5-4 ans, qui l'est plus du tout maintenant, mais qui trouve quand même intéressant d'analyser son expérience dans les cercles de la droite française. Pour vous poser du contexte, je vais vous montrer une petite photo parce que franchement, une image vaut 1000 mots. Voilà, en fait, au bout d'un moment, ça se voyait qu'il allait avoir des dégâts, ça se voyait. Donc vous l'aurez compris déjà, le premier point de base en général, c'est que les personnes noires qui sont de droite, en grande majorité, c'est pas tout le monde, mais en grande majorité, ils grandissent dans des environnements qui sont exclusivement blancs. C'est toutes des personnes qui ont été adoptées et qui du coup n'ont pas eu accès à de la représentation dans leur cercle proche, dans leur cercle familial. Le fait vraiment d'être la seule personne racisée dans un environnement quand tu grandis, surtout à des âges comme 6, 7, 8 ans, ça te pousse à vouloir surperformer. On sait qu'on doit travailler plus pour être reconnu, on sait qu'on doit faire plus d'efforts qu'une personne qui aura le white privilege, et du coup, on se sent un peu obligé d'en faire plus. Et des fois, ça se traduit aussi par les idéologies. Peut-être que si je suis plus patriote, peut-être que si je défends plus la France, peut-être que si je pense plus comme eux, je serai plus accepté. C'est un peu un chemin de pensée qui nous suit toute notre vie. Moi, je pense que ce qui a joué dans mon militantisme pour la droite, c'est aussi mon âge. J'ai découvert la politique et je me suis encartée, j'avais que 18 ans. On est juste de sortir du bac en fait. J'avais encore rien vécu, j'avais pas de diplôme, j'avais rien dont je pouvais être vraiment fière. Là, aujourd'hui, je suis diplômée, j'ai vécu plein d'expériences, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait du volontariat, j'ai fait du bénévolat, j'ai été fille au père, j'ai rencontré plein de gens. En fait, ma nationalité, être française, être éthiopienne, c'est la chose la moins intéressante à mon sujet. Voilà. On s'en fout. Voilà, j'ai tellement d'autres choses à raconter, tellement d'autres choses dont je suis fière. En fait, ma vie est tellement remplie de choses beaucoup plus intéressantes que j'ai pas besoin de m'identifier à un pays, que j'ai pas besoin de m'identifier à une nationalité pour me sentir exister. Et c'était pas le cas en fait au moment où j'ai intégré la droite. il faut prendre la nation, la couleur de peau, l'ethnie comme un point de départ dans la vie. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas besoin de créer une sorte de fierté par rapport à cela. Alors, c'est bien d'être... parce que peut-être la fierté, ça peut être mal interprété, mais c'est bien de valoriser son origine. On est d'accord. Je valorise l'ethnie d'où je viens. Je valorise le pays qui m'a vu grandir, le pays qui m'a partagé sa culture. La couleur de peau, ou en tout cas la couleur et la culture qui vont avec, parce que qui dit couleur blanche ne dit pas forcément culture. Un blanc peut naître en Afrique comme un noir peut naître en Occident. Donc un noir qui naît en Occident n'a pas forcément la culture africaine. Donc il ne faut pas mélanger les concepts en fait. Donc c'est juste pour vous dire que on n'a rien choisi. On est né dans des contextes. Mais il faut être capable de se dire, ok, je suis né dans cela, j'ai envie de valoriser cela, d'accord, mais je ne vais pas en faire ma fierté de vie et peut-être en faire une boussole de fierté, une hiérarchie de fierté qui fait en sorte que moi, je considère que mon pays, c'est le meilleur par rapport à d'autres pays. Non. Et donc, les gens qui n'ont malheureusement rien ou très peu réalisé de choses, qui sont souvent très frustrés par la vie, ont souvent tendance à se raccrocher à leur ethnie. Tu vas voir des gens qui sont très pauvres, mais se dire que non, on a la meilleure ethnie, et vous, votre ethnie, c'est de la merde, on vous insulte, vous n'aurez pas accès à certaines choses, parce que, voilà, je te méprise parce que je suis un petit peu trop fier de mon ethnie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fier de mon ethnie peut-être parce que j'ai un des miens qui est ministre. Ça se vit beaucoup dans les pays, les administrations post-coloniales africaines. C'est-à-dire que vu que tout est absolument mal géré, la seule fierté qui reste à certaines personnes, c'est de se dire que j'ai un membre de mon ethnie qui fait partie du gouvernement. Et ça, c'est la seule fierté. Dans un pays raciste, même le blanc qui n'a rien, il va se sentir supérieur au noir qui a à peu près tout, qui a une vie convenable, parce que lui, il est blanc. Il est dans un pays de blancs, et donc il va se dire, je suis supérieur à toi, même si tu as une belle vie, même si tu as une maison, un emploi, une voiture, etc., etc., et que moi, je dors dans la rue. Je suis supérieur à toi. Et c'est la même chose pour le nationalisme, c'est-à-dire que tu as des pays qui ont une histoire qui est intéressante. Ils ont conquis, ils ont bâti des économies, etc. Mais l'histoire de ton pays, tu dois la prendre telle qu'elle est. Et ce que chaque citoyen peut faire, c'est de participer à valoriser ce que ton pays a fait. Mais il faut prendre l'histoire de ton pays avec les bons et les mauvais côtés. Vous voyez? Et pas
de ne prendre que les bons, d'en être fier, et les mauvais, tu les mets à côté. Ce n'est absolument pas intéressant. C'est pour ça que le nationalisme est un problème, parce que le nationalisme tend souvent à mettre les problèmes sous le tapis, faire croire que le pays est tout beau, tout blanc et que tout est parfait et qu'il n'y a rien à redire. Et les nationalistes ont souvent tendance à critiquer ou à croire que ceux qui dénoncent ce qui se passe mal dans le pays sont les ennemis de la nation. Sauf que c'est pas comme ça. Le nationalisme est un problème justement parce que quand tu n'as rien construit ou quand tu es en train de rien construire, tu ne vois pas ce qui ne va pas. Quand tu es dans un pays et que tu es patriote, et moi c'est la distinction que je fais entre patriotisme et nationalisme, c'est que le patriote, lui, il prend le pays avec les bons et les mauvais côtés. Le nationaliste, pour lui, le pays est tout beau, il est tout parfait, le président, il fait de bonnes choses, etc. Et tout ce qui va pas bien, c'est parce que les citoyens font de la merde. Tout comme le raciste, tout va bien dans le pays. Ce qui se passe mal, c'est à cause des Noirs et des Arabes et tout ce que tu veux. Ou en tout cas, à cause de la communauté minoritaire dans le pays. Et la même chose aussi pour les tribalistes. Quand ça ne se passe pas mal, quand ça se passe très mal, c'est à cause des autres ethnies. C'est les autres ethnies qui font mal, c'est les autres ethnies qui pillent. On a eu le cas, par exemple, au Cameroun, où on a énormément stigmatisé certaines tribus, comme les Bamileke, les Bamoun, etc. Donc, c'est des comportements problématiques. Et souvent, et je vais peut-être terminer la vidéo là, parce que c'était plus une réflexion que je voulais vous partager, souvent, c'est des choses qui sont instrumentalisées par la politique. C'est-à-dire que la politique va instrumentaliser le tribalisme pour rester au pouvoir. La politique va instrumentaliser le racisme aussi pour rester au pouvoir. Et bien évidemment, la politique va instrumentaliser le nationalisme. Elle va vous pousser à être extrêmement fier de votre pays, à être absolument contre tous ceux qui le critiquent, même si les choses se passent mal, à dire que non, c'est l'ennemi, c'est celui qui critique son pays, c'est pas un bon patriote, hein, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ma conclusion, c'est juste pour dire qu'à titre individuel, le tribaliste, le nationaliste et le raciste, c'est les gens qui n'ont rien bâti de leur vie, ils ne se sont pas suffisamment découverts, ils n'ont rien entrepris, ils n'ont rien produit et ils ne se sont pas construits leur propre fierté identitaire. Et ils se raccrochent à quelque chose pour laquelle ils n'y sont pour rien. Parce que tu n'as rien fait pour être noir, tu n'as rien fait pour naître au Cameroun, tu n'as rien fait pour être d'ethnie basque, occitan, bamileke, Bété, Djoula, tu n'as rien fait pour ça. C'est un accident de la nature. Tu n'as pas à être fier de ça. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Mais tu peux prendre ça comme un point de départ. Mais ça ne doit pas être un point de friction pour stigmatiser d'autres personnes ou peut-être les détester, etc. Donc c'était ma réflexion par rapport à cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, on se voit à une très prochaine vidéo. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui. Beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medjoop. Medjoop, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medjoop. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medjoop aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays.
Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision. Alors, une fois qu'on a dit ça, retournons sur notre vidéo. Nous allons commencer donc